Salut à tous, c'est la Nagesphère, bienvenue dans le débrief, notre format qui passe en bimensuel pile au moment où l'actu devient chaude. Donc bien sûr ça va pas nous empêcher de passer en revue tout ce qui s'est passé au cours de ces 15 derniers jours. Alors les plus fidèles connaissent le programme, on va commencer par V-News, puis tout un tas de rubriques sur le passé du club et ses anciens joueurs, et on enchaînera par un débat à propos de l'actu qui a secoué tout le Valenciennois, à savoir la candidature de Fiducim à la reprise du club. Alors j'oublie, on terminera avec l'interview de ceux dont le nom est cité quasiment à chaque fois, les fameux échos de tribu, avant la réception de Dunkerque pour le derby samedi. Avec moi ce soir, des voix qui sont désormais familières, vous vous couchez avec eux chaque samedi soir et ce n'est pas sexuel. Je parle de François. Salut. Maxence. Bonsoir. Et Larry B. Bonsoir. Alors messieurs, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes heureux des dernières performances de nos joueurs, dont celle d'hier qui a été incroyable? Comment allez-vous? Bah moi écoute, ça va bien, je suis très content du rassemblement de dimanche. Je t'avoue que ça passe un peu au premier plan vis-à-vis du résultat sportif. Bon certes on a vu un bon match, mais c'est surtout... moi je vais bien parce que la contestation a repris, elle a bien repris, et elle montre ses effets, on verra ça plus tard à mon avis. Donc moi ça va bien en ce moment. Maxence, Larry, enchaînez s'il vous plaît. Bon écoute, moi ça va très bien aussi, hein, tout pareil, la manifestation, le rassemblement était génial, très bon enfant devant le stade du Hainaut, et du coup c'était vraiment une note positive dans cette semaine, et en plus de ça, une victoire 2-0 contre le Paris FC, une victoire que personnellement j'attendais pas tellement, avec surtout, pour moi c'est un match référence, donc franchement top. Ouais, un match bonus qui devient un match référence. Larry. Bah oui. Merci. Alors, V-News, c'est la rubrique que vous aimez tous. Au cœur de l'hiver, l'actu, elle est bouillante, là, en ce moment. Exit les vieilles stats à 2 balles pour combler la rubrique. Cette fois, on a quasiment gardé que du lourd. Alors, quasiment que du lourd, parce qu'on va commencer doucement. Messieurs, comment s'appelle notre dernière recrue? Issouf Makalou. Yes. Yes. Je pensais qu'il y avait personne qui n'allait sortir son prénom. Et oui, Issouf Makalou est le nouveau numéro 29 du VFC. Alors un attaquant qui débarque en provenance du Gol FC, club de National 2. Alors pour précision, aucun rapport avec Charles de Gaulle. Il a scoré 6 buts en 9 matchs, il a 22 ans. Alors c'est intéressant, même si on sait tous qu'il va devoir élever son niveau de jeu pour performer à l'échelon professionnel. Donc il faudra aussi qu'il ait une bonne hygiène de vie, parce on espère que c'est un joueur assez sain, Makalou. Personne n'a décelé le jeu de mots pété. Si. Avez-vous décelé décelé le jeu de mots, messieurs? C'est Saint-Maclou, non? Oui. Yes. En plus c'est une blague régionale. Franchement. Et si vous avez un autre jeu de mots, vous pouvez suivre. Et si vous n'en avez pas, ce qui ne semble pas être le cas, on va enchaîner sur du sérieux avec la manifestation de dimanche sur le parking du Hainaut. Alors grande réussite, hein. On en parlait juste avant. Des actions symboliques comme le lancer de carton qui ferait fureur aux Jeux Olympiques, ou encore l'ajout subtil d'une affiche sur la place de parking d'Eddy, sur laquelle est désormais indiqué place réservée à un président ambitieux. Alors il y avait pas mal de monde, les chiffres divergent, 150 supporters selon les organisateurs, 100 enculés selon Peter Schlisser, bref, un score encourageant. Alors, on en a déjà parlé vite fait, si quelqu'un veut rajouter quelque chose, est-ce que il y a des petites anecdotes, des petites choses qui n'ont pas encore été dites sur la manif? Tu veux une exclusivité? Ah, je suis sûr que tu en as. Je réfléchis. Bah déjà le mieux c'est, on vous invite à regarder la dernière vidéo de la Nagesphère sur cette Oui, c'est manifestation. C'est vrai. Puis après Maxence, si t'as peut-être quelque chose à rajouter. Bah, une petite exclusivité. Maxence cache un truc. Pas une petite exclusivité, je dirais pas qui, mais il y a un membre ici qui s'est fait mitrailler par les photographes pendant plus de 3 minutes, quoi. Mais après, je ne donnerai pas de nom. Je vous laisse deviner, mais sinon, voilà. Il y a une personne ici qui était la star, quoi. Ah, Ici, et enfin la Nagesphère est reconnue, enfin. C'est parce que j'avais mis un beau masque rouge et blanc et je sais pas, j'avais une tête. Ils se sont dit, c'est un supporter de foot, il faut avoir une tête comme ça. Et du coup, il y a 2 photographes, je sais pas pourquoi, ils ont une passion, mais tranquille. Il s'est dénoncé, du coup, on sait c'est qui maintenant. Ouais, écoute, tu m'as pointé du doigt assez lourdement. Bah oui, pas mal.
Allez, on va enchaîner avec le communiqué du club. Parce que ça a vacillé dans les plus hautes sphères du club, hein, avec ce communiqué absolument lunaire publié lundi, soit le lendemain de la manif. Et un communiqué ultra vénère, bourré de fautes d'orthographe et de mots écrits en majuscules pour montrer toute l'injustice que le pauvre Eddie ressent. Le digne représentant du FC Ouin-Ouin rappelle pour la 990e fois qu'il était là pour le club en 2014. Et il rajoute que les derniers articles de presse sont là pour nuire. Alors, est-ce pour vous, messieurs, une preuve qu'Eddie est dans le mal? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont choqué après avoir lu ce torchon de communiqué? Bah, écoute, la presse, il devrait la lire plus souvent, ça l'éviterait de faire quelques fautes d'orthographe assez évidentes. Après, ça, c'est la forme. Après, dans le fond, bah, je vous invite à lire l'excellent thread de la Ningesphère, je sais pas si vous connaissez, où on démonte point par point ce communiqué, mais le gratin du gratin, c'est quand même les journalistes sont là pour nuire. Je suis surpris venant de la part d'amis. On peut voir à quel point cette personne est totalement déconnectée, à croire que les journalistes sont ses amis et qu'un article qui rétablit la vérité est fait pour nuire. Non, un article qui rétablit la vérité n'est pas fait pour nuire, il est simplement là pour informer. Bravo. Tout est dit. On peut applaudir. Hein. Merci. Je m'auto-applaudis parce que sinon ça aurait fait un bide, mais merci. Ouais, je pense, ouais. Ensuite, on aurait pu parler de Pas de Partouche et de Fiducione. On va en parler juste après, hein, teasing. Mais d'abord, on va parler de Guégan. Et sa déclaration savoureuse qu'il a signée hier, après la victoire face à Paris 2-0. Alors, il a rappelé, je cite, qu'il faut être mesuré. On n'est pas programmé pour jouer les premiers rôles. On n'a pas le budget en adéquation pour monter et pour annoncer des choses comme ça. Alors, en ce moment, franchement, il se régale. Il insiste beaucoup sur la notion de budget. Comment vous interprétez ce discours? Bah ouais, comme tu dis, à chaque déclaration, le coach parle tout le temps de budget. On a un petit budget, il faut pas espérer monter avec un budget pareil. Ce qu'on se démène de dire à chaque fois sur Facebook et sur Twitter, même si Jean-Loup et Claude de Facebook nous attaquent sans cesse. Alors pourtant, même votre coach le dit. Et du coup, voilà quoi. Personne d'autre a quelque chose à rajouter là-dessus? Au-delà de ça, il faut quand même louer les capacités de communicant de Guégan parce qu'il est toujours assez malin pour sortir ses petites punchlines au moment où l'équipe va bien. Que là, il a pris le bon match après un match référence, après qu'on ait donné l'illusion, et je dis bien l'illusion, que c'était mathématiquement jouable. Il met son petit taquet très subtil, mais bien entendu. Que bravo à Guégan pour ses capacités de communication, mais quand on l'entend hurler au bord du terrain, vous ne pouvez pas en douter. Ouais, Cuf. Ouais, Cuf. À l'ancienne. De François. Alors, j'avoue que j'ai oublié ce que tu vas nous annoncer tout de suite. Ah, t'as pas oublié, c'est juste que je te l'ai pas dit. Je crois l'avoir entendu à un moment, mais j'ai oublié. Non, on va parler de Valenciennes Olympique Lyonnais, qui s'est joué donc en janvier 2011. Ouais, c'est ça, janvier 2011, mais avant. Bon, on aurait pu faire l'anniversaire de Grégory Pujol, mais je ne peux pas passer après le magnifique poème slamé de El Modestino qu'on salue. Puis on a fait une vidéo joueur de légende sur Grégory Pujol. N'hésitez pas à la voir et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis si Grégory Pujol, vu qu'il like souvent nos publications sur Facebook, nous écoute, et ben on le salue. Mais donc du coup totalement différent. Vincent Aboubacar, né le 22 janvier 1992 à Garoua, et donc Vincent Aboubacar, c'était quelqu'un qui était très bon à l'école selon sa page Wikipédia. Pourquoi je vous dis ça? Et ben parce que malgré tout, il a quand même décidé de faire une formation de footballeur professionnel, et bien lui en a pris, puisqu'il a tout de suite intégré l'équipe senior de Coton Sport Garoua. Quand même, c'est la plus grosse équipe de son pays, puisqu'ils ont quand même remporté 15 fois le titre de champion. Ils ont joué une fois à la finale de Ligue des champions africaine. Et dès sa première saison, il sera champion et meilleur buteur en 2009-2010, donc du Cameroun. Quand même à souligner, il sera dans les 23 pour représenter le Cameroun en Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2010. Bon, ça se passera très mal puisqu'il ne jouera pas une minute et le Cameroun repartira avec 0 points. Mais donc, il est transféré à Valenciennes à l'été 2010. Et forcément, bien sûr, tout le monde le compare à son compatriote passé à Valenciennes il y a quelques années, Roger Mila. Encore une pub pour la chaîne YouTube de la Ningesphère. Il y a un épisode sur Roger Mila, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc Aboubacar, ses débuts sont poussifs à Valenciennes puisqu'il fait des entrées sans trop marquer. Mais sa première titularisation, vous vous en souvenez tous, je pense, le 26 novembre 2010, où il inscrira un triplé en Coupe de la Ligue contre Boulogne-sur-Mer. Mais bon, en Ligue 1, ce sera plus compliqué. Un seul but contre le PSG, il était vraiment que remplaçant.
Mais la saison 2011-2012, ça va bien mieux puisque Daniel Sanchez lui fait un peu plus confiance et surtout Pujol, que l'on salue encore, se blesse. Mais il n'inscrira que 6 buts et ensuite 2 buts dans la saison 2012-2013 où il est malheureusement un peu pris en grippe par le Stade du Hainaut pour son manque d'efficacité. Et bien sûr, puisqu'on est à Valenciennes, il sera transféré à Lorient et son premier but à Lorient sera bien sûr contre Valenciennes à domicile et il sera célébré comme il se doit puisqu'il ne se retiendra pas de célébrer face à nous, mais bon, c'était mérité pour l'avoir laissé partir et c'est la saison où on descendra. Et à Lorient, il fait une pure saison avec 16 buts en 32 matchs. Il signera ensuite 4 ans à Porto où il marquera quelques buts, mais ça se passera mal. Bon, il marque un peu en Ligue des Champions, on s'en fout. Il sera prêté au Beşiktaş de 2016 à 2017. 27 matchs, 12 buts. Il se relance un peu, mais après, très compliqué à Porto de 2017 à 2020. 38 matchs pour seulement 19 buts. Et là, actuellement, il est retourné au Beşiktaş, où ça se passe bien cette saison. 15 matchs et 18 buts. Et 10 buts, en 2020-2021. Et donc, le fameux match... le match Valenciennes-Lyon, et on va encore parler de ce cher Grégory Pujol. Donc ce match, c'était la 20e journée, le 29 janvier 2011, et le VFC était dans de beaux draps puisqu'il était 16e, et l'Olympique lyonnais était 4e. Donc je vais vous évoquer les titulaires du côté de Valenciennes: Pento, Ducourciu, Bisevac, Angoa, Bong, Nam, Gomis, Sanchez, Dosevic, Danit, Pujol. Et du côté de Lyon, quelques beaux noms: Yoris, Réveillère, Chris, Diakate, Sissoko, Gourcuff, Toulalan, Kallström, Bastos, Gomis et Jérémy Pied. Donc ça commence bien pour Valenciennes avec une reprise arrêtée par Hugo Lloris, une reprise de Pujol à la 23e, un tir raté de Bisevac à la 24e. Donc Lyon a la possession mais de manière totalement stérile. Et à la 37e et 40e minute, Bafétini, Gomis et Bastos se croquent totalement des occasions face à Pento. Première mi-temps donc s'achèvera sur un 0-0 avec Lyon qui domine au point. À la 50e, Jérémy Toulalan fauche totalement débilement Danit dans la surface et Bisevac transformera le penalty, donc 1-0 pour nous. Et ensuite, sacré numéro, comme dirait Thierry Adam, de Carlos Sanchez qui sert une galette à Pujol à la 58e minute et il n'a plus qu'à pousser au fond. Et bon, après, vous connaissez la tradition valenciennoise de ne pas tuer les matchs. À la 64e, Pujol ratera son tir. À la 66e, Dosevic rasera trop son tir. À la 67e, Danit trouvera le poteau. Et évidemment, 71e minute, perte de balle de Bisevac et but de Bastos pour relancer un peu le suspense à Ningesser. Et donc ça va continuer, le sketch. Pujol sera surpris d'un raté de Sissoko et n'arrivera pas à tuer le match. À la 87e, Pento fera un arrêt réflexe contre Toulalan. Et à la 92e, une claquette sur un tir de Réveillère. Et Valenciennes, au courage, alors qu'il aurait dû gagner ce match par 4 buts d'écart, gagnera finalement 2-1 et repassera 13e. Et malheureusement, ce sera une des défaites qui scellera le titre de champion du LOSC, puisque ça condamnera quasiment Lyon à ne plus jouer les premiers rôles. Terrible. Et nos sociaux, alors est-ce qu'il y a eu des tweets cette semaine? Bah écoutez, nos sociaux, d'abord on ne pouvait pas ne pas saluer la performance du Guilbault FC, qui en ce moment nous régale, puisque pour ceux qui ne savent pas, La Voix du Nord et Mali 2 sont privés de conférences de presse depuis leur article sur notre ami Peter Schlisser, et donc Monsieur Guilbault nous a régalé d'un tweet sur le rapport de la Cour des comptes régionale, ou un article très bien documenté où on voit un peu tout ce qui ne va pas au club, puis les bonnes infos comme la prolongation de Cufo, elle est publiée à 22h, donc vraiment on le félicite pour les travaux. Ensuite, on peut se féliciter sur l'écho médiatique qu'a eu l'action de dimanche, puisque ça a été bien repris sur les réseaux. On peut saluer encore notre ami Peter Schlisser qui a fait un comeback fracassant face à notre ami Alvaro avec une remarque très condescendante, etc. Enfin bref, en tout cas, Monsieur Schlisser n'est pas calmé. Si jamais vous voulez discuter avec lui, la publication de FC Inside est toujours ouverte. À noter aussi le soutien de Johan Odell au rassemblement de dimanche, puisqu'il a publié soutien aux supporters sur la page de VFC Supporters, il me semble, sur le direct. On le remercie pour avoir pris cette position. On sait que pour les joueurs c'est parfois compliqué, mais lui, comme on dit chez nous, il les a portés, donc merci à lui. Il y a aussi l'initiative Un sticker pour Noah. Si jamais vous avez des stickers, c'est un supporter qui est présent au rassemblement qui apparemment les collectionne. Si jamais vous avez un sticker à donner, c'est @KennySomForLife, donc CALYSONO4LIFE. Je vais y arriver. Et enfin, le tweet de Malik 2 qui nous apprend que Geoffrey Cufo est actuellement le meilleur défenseur buteur d'Europe. Donc bravo à lui. On rappelle qu'il a prolongé en 2023. Une annonce de prolongation, bien sûr, annoncée 2 heures avant le rassemblement. Mais encore une fois, ne soyez pas parano. Et non, pas du tout. On va enchaîner avec cette fois des joueurs qui sont partis. Mais juste avant, c'est vrai, il y a la rubrique de Larry sur l'actualité Ligue 2, l'actualité tout seul, l'actualité football. Vas-y Larry, c'est ton plaisir.
Merci Julien. Donc l'actualité de la division, mais pas seulement, puisque aujourd'hui on va parler de Coupe de France, de plan social et de rachat. Donc on va commencer par la Coupe de France, avec l'appel au boycott des clubs amateurs dans cette compétition. Donc dans un long entretien accordé à SoFoot, Stéphane Isrich, qui a un nom bien connu par chez nous, président du district ESCO, appelle les clubs amateurs à boycotter cette édition de la Coupe de France. Les raisons sont toutes trouvées. Protocole sanitaire imposé par la FFF, que les clubs doivent mettre en place à leurs propres frais. Adapter les horaires d'entraînement au couvre-feu, car oui, les clubs amateurs n'ont pas le droit aux dérogations. Certains n'y ont pas le droit. Je ne vais pas citer toutes les raisons, sinon on a encore le dimanche. Donc je vous invite à lire ce long entretien qui est très intéressant. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Mais en gros, entre retours négatifs, enfin des non-réponses, la Fédération française de foot se fout royalement des clubs amateurs. Plusieurs clubs ont d'ores et déjà déclaré forfait. C'est le cas de Flers, attention, aussi de Hirkirch, ça doit être sûrement en Alsace, Tourcoing, Dompierre, Velay et Berlaymont. Une édition qui perdra de sa magie dans un contexte si particulier. J'imagine que vous avez un avis là-dessus, messieurs. Bon, c'est un petit peu scandaleux quand même, ce qu'on a fait au club amateur depuis des mois, depuis maintenant presque un an justement, et aujourd'hui maintenant on va les faire jouer un match compliqué face à des équipes professionnelles sans préparation. C'est un petit peu scandaleux ce qui se passe pour eux, et Noël Le Graët ne s'exprime pas à ce sujet en fait, et il est là le problème, c'est que Noël Le Graët laisse passer ça comme si c'était normal. Donc je pense qu'il va falloir réagir du côté de la FFF. Noël Le Graët, qui à mon avis en a fait un argument de campagne, et ça va se retourner contre lui. Enfin, c'était drôle de voir qu'en Belgique, au moment où les championnats amateurs étaient suspendus, nous on renvoyait les amateurs s'entraîner 2 semaines pour jouer au football. Moi j'en profiterai juste pour faire mon petit point Benoît de Copovillers. Dans France Bleu Nord, il nous a gratiné d'une analyse où il disait: moi de mon temps, les footballeurs amateurs c'était le boulanger du coin, là ça fait les starlets, ça veut pas jouer parce que ça peut pas s'entraîner. Mais même si c'était les boulangers du coin, ils avaient un entraînement. Là les gars, ça fait 2 mois qu'ils ont pas couru, ils doivent s'entraîner à 6h du matin pour respecter le couvre-feu, donc rien à voir. Et enfin, on rigole, mais si on barrince et que les forfaits s'accumulent au niveau des clubs amateurs, on sera peut-être en 8e de finale de Coupe de France, donc à surveiller quand même. Julien, un commentaire? Cette édition de merde n'a plus aucun sens. Voilà. Toujours des avis très pertinents, Renan Gesfer. Et Pierre Ménès. Ouais. Donc, deuxième news, plan social à Caen, plusieurs emplois concernés. En déficit structurel malgré l'apport financier d'un groupe américain, les dirigeants du Stade Malherbe vont organiser un PSE, donc un plan social. Une 20aine de postes sont concernés. Le club va également proposer à ses joueurs des baisses de salaire. C'est une question de survie, dit-on. En Ligue 2 depuis 2 saisons maintenant, le club normand a gardé un train de vie d'un club à de l'étage supérieur, d'où le déficit structurel. Et Disdiac aurait proposé au Canet les cartons déposés dimanche lors de la manifestation. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Bon, c'est toujours triste pour ces gens-là quand même. Après, c'est pas la première fois que ça arrive, et ça continuera d'arriver dans le futur, dans plein de clubs. Mais c'est un peu triste pour les gens qui risquent de se faire licencier. Et au moins, ils ont eu la décence de ne pas faire le plan social le 24 décembre. Pas d'autres Ouais, à rajouter? Non, juste le fait que, à mon avis, malheureusement, avec le Covid et Mediapro, c'est une situation qui, à mon avis, va se répéter beaucoup à l'avenir, à mon avis. Dernière news, nouvel actionnaire dans le Berry. Donc on en parlait au mois de décembre. Abdullah bin Mossad est en passe de devenir actionnaire majoritaire de Châteauroux. Il détiendrait 80% des actions du club. Il a déboursé près de 2 millions pour acquérir la Berrichonne et devrait remettre 500 000 € d'ici 2 ans pour devenir à terme actionnaire à 100%. Et là, je parle pas des petites clauses qu'il y a qui sont comprises, sinon, pareil, on en est encore là dimanche. La reprise sera effective une fois l'action validée par la LFP, soit vers le 5 février. Qui s'en fout? Moi, je m'en fous pas parce que j'ai fait un jeu de mots incroyable sur Twitter. J'ai dit à Châteauroux, c'est les Saoudiens, à Valenciennes, les Saouriens, et j'en suis tellement fier que je le redis. Voilà, c'est tout. Ouais, c'était pas dingue. Non. Ok, Écoute, donc regarde le nombre de retweets, c'est tout. pas d'autres commentaires? Bah, on a l'impression que Châteauroux va passer devant VA au niveau des clubs importants de Ligue 2. Et ça me fait mal, je vous le dis sincèrement. Châteauroux, c'est bientôt plus de l'actu Ligue 2. Hein. Mais bon.
c'est vrai. Oh, on en profite, hein, c'est peut-être l'un des derniers podcasts. Ok, donc c'est fini pour l'actu de la division. Avant de passer la main à Maxence, les articles sont tirés de SoFoot et Ma Ligue 2. N'hésitez pas à soutenir ce média qui subit la crise actuelle, en plus de ne plus faire de conférences de presse de Valenciennes, de conférences d'avant-match. On remercie pas Eddy, bien sûr. Maxence, à ton tour. Alors c'est parti, on va faire un petit tour des résultats de nos anciens joueurs valenciennois. Et donc on commence directement en Ligue 1 du côté de Lens, puisque Lens s'est imposé 1-0 au stade Vélodrome contre l'OM. Jean-Louis Lequet a été titulaire et a fait une bonne performance, mais malheureusement ils ont perdu 1-0 contre Nice à Bollaert quelques jours plus tard, et Lequet a fait une performance assez minable. Bordeaux a gagné 2-1 contre Angers. Angelo Fulgini a marqué un magnifique coup franc. Je vous invite à le revoir. Franchement, on voit que ce joueur avait vraiment du potentiel. On l'a vendu pour pas grand-chose. Merci Eddy. Reims a gagné 1-0 contre Brest. Younis Abdelhamid titulaire lors de la victoire. Ça bouge pas, toujours capitaine. Dijon a fait match nul contre Strasbourg. D'habitude, du côté Strasbourg, on retrouve beaucoup d'anciens Valenciennois. Cette fois, c'est un peu moins le cas. Il n'y avait que Kenny Lala titulaire. Mais bon, ça a fait 1-1. Le Havre Guingamp 1-1 aussi, Moussa Niakate est titulaire, bon il n'a pas fait une performance dinguissime non plus. Après on a un match un peu plus intéressant, Grenoble qui gagne 2-0 contre Chambly, donc on voit que Mehdi Guizoui a pris le brassard de capitaine pendant ce match. Et donc ça prouve à quel point il est investi du côté de Chambly, et aussi on a vu Loris Neri qui était titulaire pour affronter Chambly. Maintenant on va passer en Belgique, Courtrai qui perd 2-1 contre le Cercle Bruges, donc Chevalier était titulaire et a même fait une passe décisive, donc sa première. Et bon, malheureusement, ça se solde par une défaite. Et le match le plus important... Ah oui, il fait des passes, tu vois. J'ai été surpris aussi. Mais là, on est obligé de faire notre point Nicolas Pinto bi-hebdomadaire, puisque c'est sa 5e défaite de suite avec Charleroi. Défaite 3-2 contre le Standard Liège. Et en plus, il a été expulsé à la 97e minute. Bravo Nico. Ensuite, on a le Djedé Chavez qui a gagné 2-1 contre Arouca, donc club de Baptiste Aloé. Il était titulaire, mais il a pris un carton jaune en 15 minutes et ça s'est pas forcément très bien passé pour lui. Bristol a gagné 2-1 contre Huddersfield, un bon petit match de Mbenza qui n'a pas été décisif, que ce soit en but ou en passe, mais qui a fait un match très important pour l'équipe. Le Hertha Berlin a perdu 4-1 contre le Werder de Brême, match catastrophique de Lucas Touzard, on ne reviendra pas dessus. L'Hellas Vérone a gagné 3-1 contre Naples, Tameze qui a fait un très très gros match face à l'équipe du Napoli. Mais pour moi, mon coup de cœur du week-end, ça reste quand même le match entre Mayence et Leipzig, puisque Moussa Niakate, ancien défenseur du VFC, vendu pour presque rien aussi, 600 000 € si je ne me trompe pas, a marqué un doublé face à Leipzig, le Leipzig de Dayo Upamecano, et du coup a fait gagner son équipe, a été ultra décisif. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Merci à vous trois pour vos rubriques. Alors le débat c'est sur Fiducim. Alors déjà on va féliciter Ma Ligue 2, on va féliciter Philippe Guilbeault, donc François aussi l'a félicité tout à l'heure, donc rendons à César ce qui est à César. Alors Fiducim, c'est un groupe immobilier nordiste basé à Paris qui veut prendre le contrôle du club en augmentant le capital à hauteur de 5 millions d'euros. Il prévoit d'investir 20 millions sur 3 ans et en ayant des sponsors qui garantiraient à peu près 500 000 € annuels. Dans le même temps, ils agrandiraient et rachèteraient le centre de formation, centre d'entraînement, pour éviter de payer le loyer chaque année. Donc pas plus d'infos que ça, c'est déjà pas mal, mais on n'a pas de nom des personnes qui sont derrière ce projet. Pas de news non plus depuis la publication de l'article de La Voix du Nord lundi. Alors le débat, ça concerne forcément ce que vous attendez de ce projet de reprise. Alors déjà, messieurs, comment vous avez reçu la nouvelle quand vous l'avez lu? Quelle a été votre première réaction? Ben déjà, il y a eu un déferlement de nouvelles cette journée-là, cette matinée était assez exceptionnelle. Entre le communiqué des Disdiec, le thread qu'on a fait pour répondre, il s'est passé des tas de choses. Et justement, là, on a ça qui est apparu de la part de La Voix du Nord. Assez surpris, on s'attendait pas à avoir un repreneur à ce moment-là. Parce que ça sent un peu de nulle part, d'habitude les repreneurs se montrent lors des périodes de mercato, souvent. Et du coup, là, c'est assez surprenant en pleine saison. Mais ouais, ben du coup, deux avis, on a un avis un petit peu plus mitigé. On se dit toujours que c'est un coup monté de Disdiec pour que justement les manifestations se calment et que les supporters redeviennent dociles en son égard. Sinon, ben, on peut essayer de se réjouir aussi un petit peu, de se dire que si vraiment c'est intéressant, si vraiment l'offre existe,
ben, ça peut être vraiment une très bonne nouvelle, surtout que les partenaires et actionnaires pourraient très bien suivre. On l'a vu tout à l'heure, notamment avec le tweet de Patrick Partouche. Et Larry, est-ce que ça te fait vibrer les poils? Bah écoute, même si leur projet est intéressant sur papier, comme tu l'as dit, rachat, rénovation, extension du Mont Oui, faut rester méfiant. Parce que beaucoup de clubs ont fini par être déçus, même si la situation n'est pas comparable. Pense à Bordeaux. Aujourd'hui, les supporters sont en lutte pour dégager les propriétaires. Après, ce projet est forcément plus intéressant que le projet des Disney qui consiste à acheter un joueur si tout va bien l'année prochaine. Puis, enfin, si Patrick Partouche est de la partie, ça peut être intéressant. Ou ça peut refroidir Zdiek qui préférera 1000 fois tuer VA plutôt que de vendre à Partouche. Là, je viens de faire ce qu'on appelle enfoncer un encadrement porte sans porte. François, toi, comment tu as reçu la nouvelle et comment les internautes aussi ont reçu la nouvelle? Ben, écoute, moi, avec un grand sourire, parce que j'ai repensé à nos amis Jean-Loup, Colin et puis les gens du Discord, je disais, mais pourquoi vous manifestez? Ça sert à rien, vos actions, vous faites chier le monde, tapez la honte et tout. Du coup, je vois l'article, je vois le tweet de Partouche et je me dis, bordel, pour une contestation qui sert à rien, il se passe quand même vachement de choses depuis qu'on le fait. Et donc, au niveau des internautes, il y a Alexandra qui nous dit pourquoi pas, il faut voir leur projet, donc elle demande des précisions. Pour Benoît, il faut attendre d'en savoir plus, mais ce que la VDN a présenté, ça a l'air bien, ça sera pas pire qu'avec Z, mais je ne pense pas que Z est prêt à vendre le club. Pour Darkosta, je crois pas trop que Z laissera le club, le candidat est sérieux, il y a des articles à propos de la forte croissance de ce groupe, néanmoins les chiffres qu'on peut lire, il faut s'en méfier. Pour Valenburn, c'est du perlimpapin à mon avis, en espérant me tromper à l'EVA. Pour El Paquito, personnellement, je ne connais pas Fiducile, mais ce que j'ai pu voir dans la Voie du Nord a l'air pas trop mal, mais reste à voir, le timing est chelou. Pour Chris, méfiant comme pas possible pour ma part, tant qu'il n'y aura pas une communication officielle, une exposition de leur plan, pour moi, il n'y a rien de concret. Bon, comme il n'y a pas beaucoup d'avis, je vous propose de tout faire d'un coup, il n'en reste plus trop beaucoup. Ouais. Pour Nalivas, sur le papier, ça paraît bien, mais on ne sait rien de plus. Voir leur intention réelle. Vente imminente, j'y crois pas, surtout le timing le lendemain de la contestation des supporters. Pour Aurélie, méfiante, si Monsieur Partouche est dans le projet, j'ai comme la sensation que c'est loin d'être imminent, puisqu'encore une fois, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Pour Stéphane, entreprise réputée dans son secteur, épaules très solides, ont réalisé des programmes immobiliers costauds dans l'Artois et ils pilotent le nouveau Bauer du Red Star, sérieux, jeunes, régionaux, sans attache locale, je valide, et ils bosseront avec Pépé. Valentin demande est-ce que c'est sûr à 100% qu'ils bosseront avec Pépé. Valentin qui gère le compte Ningefix, n'hésitez pas à vous abonner, vous devez vous abonner au YouTube, à Ningefix, à l'Instagram, enfin bref, abonnez-vous. Et Stéphane qui répond qui serait assez fou pour ne pas bosser avec Partouche, et l'intéressé vient de dire qu'il est partant. Et enfin Ventrax 59, j'y crois pas tôt, surtout vu le timing. Ce qui est assez bizarre, on va dire, c'est que on parle quasiment autant de Fiducime que de Partouche maintenant, alors que c'est le dossier Fiducime normalement. Et justement par rapport au tweet donc, qui est sorti il y a même très peu, comment vous interprétez ce tweet, s'il y a quelque chose à interpréter? Je pense que c'est une manière pour Partouche de mettre en difficulté Eddy Zdiek dans le sens où il montre clairement qu'il est prêt à travailler avec n'importe qui sauf lui. Et donc ça le met un peu en porte-à-faux parce que du coup ça montre qu'il y a une coalition et c'est pas vraiment lui contre Partouche, tu vois, il y a vraiment tout un environnement qui souhaite qu'il dégage. Et je pense que c'était une petite taquinerie, puis il le dit lui-même, je suis prêt à vous rencontrer avant ou après, donc c'est vraiment, je suis prêt à discuter avec tout le monde sauf avec toi, quoi. On est d'accord aussi pour dire que c'est un dossier qui est politique. Oui. Mais bon, oui. Comme tout à Valenciennes, tout à Valenciennes est politique et le sera toujours de toute façon. La lettre de Jean-Louis Borloo a fait changer les choses. Ouais, écoute, faut rester modeste, je sais pas si ça fait changer les choses. En tout cas, moi ce que je vois c'est que c'était un dossier qui était mort depuis 1 an et depuis 1 mois la contestation a bien repris et depuis 1 mois il s'est jamais passé ce qui s'était passé en 1 an. Donc corrélation, causalité, je sais pas, mais en tout cas ça bouge. Ça bouge, ouais, c'est ça. Alors, dernière question, c'est l'heure de se mouiller. On va ressortir les extraits dans quelques mois, quelques années. Fiducime, escroquerie ou bénédiction? Larry. Je reste méfiant. Vraiment. Non, faut dire escroquerie ou bénédiction. Ah. Bon, allez, je suis optimiste, donc escroquerie. Maxence. Bah écoute, ça fait 7 ans qu'on n'arrive plus à être optimiste. Pour une fois, j'ai envie de l'être. J'ai envie de dire bénédiction quand même cette fois. François. Bah les deux en fait, comme ça va se baser sur des emprunts qui vont faire un peu un coup de poker. Si ça marche c'est une bénédiction, si ça foire c'est une escroquerie, quoi. On peut pas savoir à l'avance. Bien joué. Bon, moi je dis escroquerie. Alors, on va terminer.
terminer ce débat là-dessus. Escroquerie ou bénédiction, vous pouvez aussi répondre en commentaire. Ça serait Et vous pas mal. abonner. En vous abonnant. Surtout. Voilà, vous cliquez sur abonner et après vous précipitez sur votre clavier. Mais il faut recliquer aussi sur le bouton commentaire, sinon ça marche pas. Alors, l'interview pour terminer. Hein. L'interview, on va parler aux Dunkerquois, aux échos de tribu. Chez qui ça va un peu moins bien, hein. Des problèmes avec la DNCG, des résultats en dents de scie, même si ça ne devrait pas trop poser de soucis pour le match sportif. Alors si François ou Maxence pouvaient présenter un petit peu nos voisins Dunkerquois, les échos de tribu. Bah écoute, on a pris des nouvelles sur leur classement, sur leur série négative, même s'il y a une victoire à Ajaccio il y a quelques jours. On a aussi pris quelques nouvelles de Joris Romil, encore justement buteur à Ajaccio, et on a demandé un pronostic à nos futurs adversaires. Ça marche, bon, bah, on écoute ça et puis quant à nous on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain podcast. Mais ne fermez pas votre fenêtre, écoutez ce qui arrive, les échos de tribu. Et donc on se retrouve avec nos amis des échos de tribu, donc avec Mario Evento. Donc déjà, comment ça va? Ça fait longtemps maintenant. On est toujours en Ligue 2. Ouais. Enfin, normalement. Et rapidement, est-ce que vous pouvez présenter les échos de tribu encore une fois? Ouais, alors oui. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode, mais ça, on ne veut pas y croire. Les échos de tribu, donc on a une petite équipe qui traitons de l'actualité du plus grand club des Hauts-de-France, l'USL Dunkerque, depuis quelques années. C'est la 4e saison, je ne sais plus. Et voilà, on traite de l'actu du club de façon humoristique, décalée, mais sans oublier le fond, hein, c'est le plus important. Voilà. Et le plus grand club des Hauts-de-France, il va pas très bien en ce moment. Dunkerque, ça reste quand même sur une mauvaise série. Bon, vous avez gagné contre Ajaccio, mais bon, pour être assez provocateur, vous en avez pris 4 contre Grenoble, 5 contre Clermont. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une telle déchéance, même si ça va un peu mieux avec la victoire du week-end dernier? C'est juste qu'on voulait pas être trop devant Valenciennes parce que ça n'aurait pas fait. Donc on s'est dit on va les attendre à mi-parcours. Donc là c'est reparti. Donc voilà, on reprend des points. Non, on avait un calendrier pas forcément très simple. Donc il y a eu du Clermont, du Grenoble, du Caen, du Auxerre, du Troyes. Forcément l'enchaînement a été compliqué. Quand tu commences à perdre, que tu te retrouves à devoir battre Auxerre, c'est pas forcément le plus simple, conjugué avec des méformes, des Covid et des absences pour suspension au mauvais moment, ça n'a pas été une belle passe. Là, on rejoue des équipes qui peuvent être plus à notre portée, en tout cas au niveau du classement. Donc on espère que la machine va se relancer, pas forcément gagner tous les matchs, mais au moins ne plus perdre 5 matchs d'affilée. Se rassurer, quoi, parce que se rassurer sur des mecs qui sont dans le top 3 tous les week-ends, c'est compliqué. Là, on a vu qu'on touchait un peu nos limites. Donc, le match contre Ajaccio, il a bien été appréhendé pour pouvoir se rassurer. Ouais. Et justement, le match contre Ajaccio, vous pensez que ça sera un déclic? Parce qu'en plus, on a vu un but de Joris Romil, si je ne me trompe pas. Donc, comment ça ne peut pas être un déclic? Expliquez-moi. Je ne sais pas si l'équipe avait vraiment besoin d'un déclic, tant elle semblait même concernée cette dernière semaine. Alors, c'est vrai qu'on a eu... statistiquement, on a pris, je sais plus, 1 point sur 6 matchs, une connerie comme ça. Après, bon, ça c'est des chiffres. Mais en fait, il y a peu de matchs qu'on a lâchés. Alors, il y a le match contre Grenoble et dernièrement le match contre Clermont. Ouais, on est complètement passé à côté. Mais à côté de ça, on perd 1-0 à Sochaux. Et quand on regarde le match, franchement, on leur donne le but et on est loin d'être ridicule. À mon sens, on est même au-dessus. Contre Auxerre, on est loin d'être ridicule. Ils ont une occasion de la mettre. Voilà, donc après, attention, hein, ça ces matchs-là, on les perd aussi parce qu'on manque de métier, on manque de tout ça, on manque d'expérience. Mais encore une fois, on n'était pas inquiétant, quoi, au niveau du jeu en tout cas. Donc là, cette victoire, surtout le fait de mettre 3 buts, ça nous rassure et ça rassure tous les joueurs surtout, et ça leur donne un petit peu va leur donner sûrement un peu confiance, quoi. Mais nous on n'était pas inquiets plus que ça sur le jeu en tout cas, et sur la mentalité surtout. Et au-delà de la proximité géographique, vous avez un autre point commun avec Valenciennes, c'est une grande passion pour la DNCG.
Est-ce que pour ceux qui sont un peu en dehors du dossier, vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes ce qui a fait que Dunkerque a été rétrogradé de manière conservatoire par la DNCG? Faut mettre une petite musique de cirque alors derrière. Souvenez-vous dans les épisodes précédents. Alors, il y a un an, notre cher président a été contacté par un investisseur franco-américain, on n'en sait pas plus, qui lui précise qu'il aimerait entrer au capital à hauteur de 1 million si on monte. Bon, on a réussi à monter par la grâce du Covid et des résultats. Donc, cet investisseur qui s'était engagé à mettre le million a dit ok, je viens, tout ça. Donc le club a été devant la DNCG en disant on aura 1 million en plus sur le budget. Sauf que l'investisseur n'est jamais venu. C'est un peu un média pro, sauf qu'il est américain. Donc voilà, en décembre, on est passé devant la DNCG qui nous ont dit que il y avait un petit trou dans le budget de 1 million, ça va. Sur 7,5 millions, ça fait mal. Donc forcément, on a eu les conséquences que l'on connaît, donc encadrement de la masse salariale, interdiction de recruter et surtout rétrogradation à titre conservatoire. Donc voilà. Par contre, ce qui est super important, et ce sur quoi nous on s'inquiétait plus, en plus, dès lors qu'on a ce genre de décision, évidemment, les clubs vont pas communiquer dessus parce qu'ils ont des stratégies et donc il faut les laisser faire leur travail. Mais nous, pendant ce temps-là, on est sans nouvelles. Et donc là, les nouvelles qu'on a apprises récemment, parce que le président nous a accordé une interview, donc on a fait le point dessus, c'est que ce million d'euros, étant donné tant qu'il n'était pas rentré dans le club avait fait le choix de ne rien dépenser de cette somme. Donc finalement, en fait, aujourd'hui, on est au clair financièrement. Certes, on a 1 million en moins, mais il n'a pas été touché, donc en fait, on n'est pas en danger financier. Ça, c'était ce qu'on devait présenter à la DNCG en commission d'appel. Sauf que, bon, il y a un courrier qui a été envoyé un poil en retard. Et donc, Oui. nous, à Dunkerque, on a une expression qui s'appelle le quart d'heure dunkerquois. C'est-à-dire que si vous voulez donner rendez-vous à un Dunkerquois, préparez un petit quart d'heure de retard. Bon bah voilà, là on a eu les 2 jours Dunkerquois dans la transmission à la poste. Et moi, on m'a vendu les Échos de Tribu comme l'Élise Lucet du Dunkerquois, un média satirique. Et comment ça, vous interviewez le président? Nous, on aime l'humour et franchement, on trouve pas beaucoup de mecs plus drôles que le président de Dunkerque. Franchement un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Et ouais, c'était très sympa de sa part. En fait, il avait vu un de nos articles sur la DNCG. Il avait trouvé ça assez intéressant de la manière dont on arrivait à faire des conclusions à partir de rien, parce que bon, il était d'accord même pour dire que le club ne communiquait sur rien. Mais on les fait mieux que la Voix du Nord. Mais voilà. Et donc voilà, gentiment, il nous a dit quand je communiquerai dessus, je vous le donnerai en priorité. Wow, Ah, l'exclu. C'était aussi une manière un peu de faire chier la presse locale, donc nous on prend. Si un DJ veut faire pareil, écoute. Ouais, et puis blague à part, avoir un président qui prend 1h30 de son temps et qui répond sans langue de bois à toutes les questions, ça c'était quand même, c'est quand même une chance que voilà. Alors, on était cool quoi, parce qu'on avait peur, on avait pas peur, mais on s'est dit bon bah peut-être que le mec va nous appeler, va nous prendre 10 minutes, va nous dire ce qu'il a envie de dire et pas répondre à nos questions, mais pas du tout. C'était un échange vraiment avec un passionné aussi, quoi, tu vois. Donc c'était bien. On a gagné 12 likes, c'est trop cool. Et du coup, pour revenir un petit peu au sportif, on est obligé d'en reparler un petit peu, j'en ai parlé juste avant, mais comment va ce cher Joris Romil, qui a été dans votre équipe type d'ailleurs de la mi-saison, bon même s'il a joué 3 matchs, donc du coup il n'a pas tellement compté, mais comment va Joris Romil? Ben écoute, pour nous, au début de saison, il passait pour un remplacement ou un joueur de rotation. Là, il a quasiment intégré l'équipe type. Bah, il peut jouer à plein de postes. Donc voilà. Alors si on veut vanner un peu, on pourra dire que comme on n'est pas certain qu'il soit vraiment attaquant, il peut jouer à vraiment tous les postes. Voilà, c'est pour vous faire plaisir. Mais en l'occurrence, il a vraiment bien dépanné à plusieurs endroits et toujours en jouant à fond, en étant concerné. Donc c'est la mentalité aussi qui a été récompensée. Sur l'aile, il a fait de très bonnes choses.
notamment sur des matchs où on était en difficulté au niveau offensif. Il a permis d'avoir des opportunités devant. Et puis, vous avez dû voir son but ce week-end, il est quand même magnifique. Je pense que si vous êtes en toute objectivité, je pense qu'on peut parler d'un des plus beaux buts de la saison pour l'instant dans le championnat. Donc le travail paie. En plus de ce cher Joris Romil et à mon avis du grand Malik Chukunte, est-ce que vous auriez un joueur en surveillant en particulier dans l'équipe de Dunkerque, le joueur qui peut nous faire mal? Le joueur qui pourrait vous faire mal, c'est Nicolas Brunel parce qu'il a les tacles un peu appuyés. Actuellement, c'est lui qui a maille vu qu'il a Coup de béquille. qu'il a les Croisés. Il a les croisés. Donc, c'est vraiment qu'autre chose. Mais la force de cette équipe, elle vient vraiment du fait que c'est vraiment un bloc. Et, le danger peut venir de tous les côtés. Mais oui, allez, le joueur offensif le plus avec le plus de marge de progression, ça doit être Ilan Kebal, hein, le petit milieu offensif qui est prêté par Reims et qui pue le football et qui peut faire de sacrées différences, quoi. Et pour finir, un petit pronostic. Oh, moi j'ai arrêté les pronostics. On va dire que si on perd pas, c'est très bien. Un bon 0-0 des familles, on prend. Ouais, on perd pas, faut pas perdre. Un 0-0. Allez, on part sur un 0-0. Bon, en tout cas, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Et du coup, on se retrouve juste après le match de Dunkerque pour le débrief habituel. Sur ce, bye. Ciao. Magnifique. Bravo. Bravo à tous.